Bonjour tout le monde. Nous avons déjà vu donc quelques grands genres et représentants de la littérature de la Renaissance, donc la nouvelle, Rabelais pour ce qui est du romanesque, Montaigne pour ce qui est des essais. Nous allons aujourd'hui voir un autre des genres qui se transforme radicalement à la Renaissance, le théâtre. Bien. Le Moyen Âge s'était radicalement détourné de la riche tradition du théâtre antique, dénoncée par les pères de l'Église pour son immoralisme, donc le célèbre des spectacles de Tertullien, écrit donc au IIe siècle, à la fin du IIe siècle. Et donc c'était l'idée que cette riche tradition du théâtre grec et du théâtre latin qu'il avait imité et succédé avait été donc dénoncée par l'Église qui s'était efforcée de supprimer les spectacles théâtraux en adoptant des lois contre les acteurs qui seront officiellement excommuniés, privés de sacrement, y compris le mariage et l'enterrement. Et Molière encore ne sera enterré in extremis donc que par intervention royale dans une enceinte de l'Église, donc dans du territoire consacré. Donc on était vraiment, les acteurs étaient bannis et par l'Église, comme les suicidés et autres, marginalisés donc dans l'au-delà, et ils ne pouvaient pas avoir une sépulture digne et ils ne pouvaient pas non plus se marier légalement, etc. Donc ça a été vraiment une guerre contre le théâtre qui a duré longtemps. Si les œuvres dramatiques de Terence ou de Sénèque ne sont pas totalement oubliées, parce qu'on a quand même conservé, en fonction des qualités morales qu'on pouvait y déceler, du côté de la satire pour Terence, donc la comédie, du côté de l'horreur chez Sénèque, elles sont envisagées indépendamment de toute pratique scénique. Donc on les connaissait, mais un peu comme on lisait encore un peu pendant le Moyen Âge, ce qui restait, ce que le christianisme avait conservé, adapté du legs antique. Donc par exemple, dans les étymologies, écrits au 6e, 7e siècle par Isidore de Séville, ils ne savent déjà plus trop ce que c'était que le théâtre. Donc il commet un contresens majeur en évoquant le théâtre antique, et il dissocie le texte et le jeu, et il suppose que ce qui se passait, c'est qu'il y avait un récitant qui disait l'ensemble des répliques de la pièce, tandis que d'autres intervenants se contentaient de mimer les actions. Et ça, c'est un document très intéressant parce que ça montre que déjà, donc, 4 siècles après Tertullien, et on ne savait plus du tout ce que c'était que le théâtre de l'Antiquité, ni le théâtre tout court, puisque ce qu'on avait gardé, c'était tout simplement ce que feront encore les jongleurs, etc., c'est-à-dire des sortes de mimographies, mais il n'y a plus la notion d'une scène avec des acteurs qui interprètent des rôles, etc. Ce contresens va se perpétuer dans l'importante tradition des manuscrits de Terence, donc, qui va continuer jusqu'au XVe siècle. Même si ces œuvres, écrit Dragomirescu, même si ces œuvres ne semblent pas avoir été jouées au Moyen Âge, les manuscrits sont l'exemple le plus ancien de textes dramatiques destinés à la lecture. Et le concept iconographique à l'œuvre, dans les illustrations, vous allez voir, revient à placer une image au début des scènes de chaque texte, montrant les personnages engagés dans le dialogue. Mais c'est le frontispice qui donne une image du théâtre antique tel que l'imaginaient les médiévaux. La scène centrale abrite un lecteur qui déclame le texte, tandis qu'autour de lui, les acteurs portant des masques miment l'action. Donc c'est exactement l'erreur d'Isidore de Séville, qui a continué encore pendant 10 siècles. Et donc, on a ici déjà, donc au XVe siècle,
une illustration de ce qu'on imaginait être le théâtre antique. Donc, vous voyez le personnage au centre qui lit et tous les personnages autour qui font des mimes et qui sont, eux, très proches du mime et de la jonglerie médiévale et devant des spectateurs qui ont l'air un peu s'ennuyer en fait, mais qui ont l'air d'écouter surtout le texte qui est récité. Et donc ça, c'était les œuvres complètes de Terence qu'on voit ici représentées par ailleurs. Donc, est-ce que ça veut dire que le théâtre avait ignoré toute forme de théâtralité? Non. Elle n'avait pas compris ce que c'était que le théâtre antique, le théâtre classique grec et latin. Mais il y avait une autre forme qui s'était développée. L'Église avait donc tout fait pour interdire les spectacles païens, que ce soit les combats de gladiateurs, tout ce qui était relié au cirque romain, mais aussi tous les spectacles un peu obscènes dont on sait que par différents documents qu'il y avait beaucoup de farces très obscènes dans l'Antiquité, etc. Donc tout ça avait été interdit. Le métier d'acteur comme tel avait été persécuté, mais on avait essayé parallèlement, et c'est ce que l'Église avait fait en général avec le legs du paganisme, quand il ne pouvait pas entièrement le, 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 le détruire, si l'on veut, bah, il s'y adaptait. Et il y avait donc ce qui s'est passé un peu avec le théâtre, et c'est en fait, l'Église a créé le drame liturgique. Et donc, à l'origine, c'était représenté à l'intérieur des églises, devant l'autel. Des moines interprétaient les rôles des personnages du Nouveau Testament. Et puis, peu à peu, ça a pris de l'ampleur, les gens aimaient ça, et on s'est mis à le représenter dans les porches des églises ou sur les parvis. Donc, peu à peu, ça a quitté l'enceinte vraiment du sacré et ça a un peu ouvert dans un espace liminaire entre le sacré et le profane. Et cette tradition va évoluer à la fin du Moyen Âge, alors qu'en Italie, on est déjà, selon ce décalage qu'on a souvent évoqué déjà, donc en Italie, on est déjà donc dans le Quattrocento, donc on est déjà dans la Renaissance, mais ailleurs, on est encore dans la configuration médiévale. Et c'est vraiment dans la configuration médiévale tardive que apparaît un format spectaculaire, celui des mystères, qui vient du latin médiéval mysterium, donc qui en fait, ça veut dire cérémonie, joué dans le cadre des fêtes liées au calendrier liturgique. Donc, des grandes fêtes, on commémore par des représentations théâtrales. Il met en scène essentiellement la passion et la résurrection du Christ, donc à Pâques, centre, comme dans les cathédrales, du drame scatologique de l'humanité, entre la mention du paradis et la gueule de l'enfer. Donc, c'est vraiment le moment essentiel pour les mystères. C'est la cérémonie de Pâques et de même que les cathédrales, dans les sculptures, etc., représentent cet immense drame métaphysique qui va du salut, entre le salut et la damnation. C'est ce que représentera aussi le mystère. Le théâtre vise alors, écrit Ray Fleo, un des grands spécialistes dans son article pour Universalis, le théâtre vise alors à reporter les acteurs et les spectateurs à l'origine du monde et de la création, qui garantit la réalité des valeurs sur lesquelles repose la société entière. L'acteur n'est plus lui-même, mais véritablement le Christ qui meurt sur la croix pour le rachat de l'humanité. Aussi comprend-on qu'en 1437, au cours d'une représentation de la Passion à Metz, le prêtre qui incarnait Jésus ait failli mourir, tandis que celui qui jouait Judas ait été dépendu juste à temps pour être réanimé. C'est-à-dire qu'on avait vraiment crucifié un prêtre qui incarnait le Christ et on avait pendu Judas. Donc, bon, ils se sont sauvés un peu in extremis, mais vous voyez à quel point le mélange du sacré et du profane et cette sorte de presque avant la lettre, Artaud, qui je crois ne connaissait pas cette anecdote qui l'aurait enchanté, c'est un peu le théâtre de la cruauté d'Artaud.
avec beaucoup de différences, évidemment, déjà par 5 siècles qui les séparent. Cernant et enserrant cette société de jeu, la société véritable se donne à elle-même en spectacle, figée et garantie dans sa hiérarchie éternelle, sous le regard de Dieu au centre de sa couronne d'anges. À l'intérieur de la circonférence magique, ils étaient, le temps de la représentation, qui pouvait durer plusieurs journées d'affilée, solidaires de ce Dieu qui les avait sauvés et qui, devant eux, répétait les gestes ineffables par lesquels étaient établis à nouveau les normes et les lois de leur existence et de leur univers. Et ici, vous avez donc un des documents qui nous reste, donc d'un mystère assez tardif. Au fond, on est déjà dans la Renaissance, même en France, mais les mystères ont continué à être populaires pendant un temps, jusqu'à la moitié du XVIe siècle. Et nous avons les célèbres donc, gravures ou d'ailleurs dessins du mystère de Valenciennes. Et vous voyez donc effectivement le paradis d'un côté, avec Dieu, et la gueule de l'enfer de l'autre, et au milieu, les personnages, donc ici les diablotins, rappelez-vous Pantagruel, qui était un de ces diablotins à l'origine, et ici les personnages qui vont jouer. Alors ça, ce type de scène, il ne faut pas l'imaginer comme une scène au théâtre nécessairement. Il y avait plusieurs façons de bouger, de représenter ça. Ça pouvait être quelque chose qui se plaçait au centre donc d'une grande place et les gens étaient autour, comme ce que vous voyez ici, ou ça pouvait être vraiment des strades, un peu comme on fait maintenant dans le Gay Pride, etc., quand il y a donc les grandes estrades qui ont des personnages déguisés dessus et qui circulent, ça pouvait être aussi une formule. Et ici, vous avez en fait donc une représentation contemporaine, parce qu'on continue à jouer en Europe certains de ces mystères, donc des villes qui avaient eu des mystères très très célèbres pendant le Moyen Âge, ont récupéré un peu cette tradition. Donc, si vous allez en Europe et que vous aimez donc le théâtre, vous pouvez essayer de participer donc à un de ces mystères. Et donc, celui-ci est un de ceux qui est connu en Angleterre, donc le Chester Mystery Play. Et vous avez ici donc une représentation. Alors, ça dépend. Des fois, c'est carrément au milieu devant la cathédrale, souvent, ou au milieu d'un endroit significatif. Ça peut changer beaucoup. Ou itinérant, en fait, à travers la ville. Les effets spéciaux très populaires deviennent si complexes et nombreux au XVe siècle que de nombreuses scènes sont ajoutées pour les mettre en valeur. Donc, en fait, là, on a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que ce théâtre qui avait tourné le dos au théâtre classique et qui était comme une réinvention de la forme théâtrale, au fond, il invente aussi ce qu'on appellera plus tard le théâtre à machine. Donc, le théâtre très spectaculaire qui va se développer à l'âge baroque, autour de l'opéra notamment, et qui va connaître donc son heure de gloire au XIXe siècle avant d'être substitué par le cinéma. Et donc, comme on crée de plus en plus, les gens, ce qu'ils aiment, c'est des trucs un peu comme maintenant au cinéma, dans les blockbusters, etc., des explosions, des choses incroyables, c'est exactement ce qui se passait à l'époque. Et donc, les écrivains, puisque c'était quand même écrit, vont ajouter des scènes pour, pour qu'il y ait des diables qui volent partout, des choses comme ça. Les tremblements de terre. Pour le vol, un décor fixe était souvent placé contre un bâtiment équipé de poulies et de guindeaux sur son toit. D'autres machines volantes étaient également cachées à l'intérieur du manoir céleste. Donc les anges pouvaient descendre aussi sur terre. Des anges, des âmes libérées des limbes, des diables et des monstres cracheurs de feu pouvaient être montrés en train de voler. La machinerie était si complexe que 17 personnes étaient nécessaires pour faire fonctionner les scènes de l'enfer dans un théâtre à Mons dans l'actuelle Belgique. Des trappes étaient utilisées pour les apparitions soudaines, les disparitions et le remplacement des acteurs par des mannequins dans les scènes de violence. Dans une production impliquant le bûcher de Barnabé, les os et les entrailles bourrés dans le mannequin dégageaient une odeur réaliste. Et là, c'est important parce qu'en fait,
ce qui va se passer à la Renaissance, c'est qu'il va y avoir un mélange entre la tradition antique redécouverte et cette tradition beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus gore, beaucoup plus farfelue du théâtre populaire médiéval. Donc, il y avait déjà beaucoup de scènes de violence. Bon, imaginez si le Judas se fait pendre, Christ se fait crucifier, les apôtres martyrs, décapités, etc., etc. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est assez proche aussi du Grand Guignol. Leur popularité accompagne une bonne partie de la Renaissance, c'est ça le paradoxe, un des multiples paradoxes qu'on a déjà signalé de la Renaissance comme période, au fond, ça englobe plein de choses qui ne sont pas non plus celles de la Renaissance comme mouvement culturel humaniste. Donc, si on prend la période, il faut englober aussi tout ce qui n'est pas de l'ordre de la Renaissance humaniste, et les mystères sont un bon exemple. Et ces mystères sont donc très, très populaires dans beaucoup de pays, et ça crée une géographie à géométrie variable selon les pays. La tradition reste plus ou moins forte, plus ou moins riche, et en fait, c'est ce qui fait aussi que dans beaucoup de ces pays, ce qu'on a, c'est qu'en même temps qu'il y a la Renaissance qui commence, il y a encore ce que Johann Huizinga, dans un livre célèbre et magnifique, avait appelé l'automne du Moyen Âge, c'est-à-dire un Moyen Âge très différent du Moyen Âge central du XIIe, XIIIe siècle, et qui a des caractéristiques qui lui sont propres. Et les mystères sont exactement un exemple de l'automne du Moyen Âge. C'est quelque chose qui n'existait pas avant 1400, et c'est quelque chose qui caractérise aussi une sensibilité qui coexiste donc avec celle de la Renaissance. Tandis que l'Italie du Nord, la Flandre et l'Allemagne se tournent résolument vers de nouvelles techniques, aussi bien commerciales et financières qu'artistiques, ce sera le début du théâtre comme business, du show business du théâtre, on va le voir, et prépare ce qu'on appellera la Renaissance. La France du XVe siècle, par exemple, semble incapable de se dégager des cadres du passé. C'est en regardant vers ses origines qu'elle cherche sa voie et son salut. À ce titre, le mystère joue un rôle essentiel. Ce genre dramatique ne fut jamais un divertissement pur, j'ajouterais parce que c'était un divertissement, mais pas que ça, c'est-à-dire un spectacle conçu pour détourner de la réalité quotidienne, mais au contraire une forme d'art qui tend à n'être qu'une réplique de la vie, ou plutôt une récréation de la vie et du monde, plus conforme à leur essence divine. Mais inspiré de textes apocryphes, farcis de scènes comiques, voire bouffonnes, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui peu à peu se spécialisent dans les contrastes. Donc, il y a le côté métaphysique, il y a le côté sacré, il y a le côté de l'histoire sacrée, mais il y a aussi tous ces personnages qui peu à peu deviennent un peu des relais aussi de la culture populaire, du carnavalesque, etc. Les mystères s'attirent au XVIe siècle le mépris des lettrés en général, et des évangélistes et des réformés en particulier, ainsi que les foudres du Parlement qui interdira le genre en 1548 en précipitant définitivement son déclin. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit un peu ce schisme qu'on a déjà évoqué entre la culture savante et la culture populaire. Et effectivement, plus la Renaissance avance, plus la Renaissance, comme mouvement culturel, humaniste, des élites, plus il commence à persécuter réellement les formes populaires de divertissement, d'expression, la culture populaire au fond. Et les mystères vont mourir à cause de ça. Parallèlement, en 1542, Edmund Bonner, évêque de Londres, met un terme aussi à la représentation des mystères dans la ville. Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir que autant les protestants que les catholiques, ils ne vont pas aimer ça et ils vont arrêter. Toutefois, le legs des mystères et d'autres formes plus brèves et moins spectaculaires, telles que le miracle ou la moralité, qui étaient des formes qu'on trouvait plus dans les foires, par exemple, pour la moralité, les morality plays, ou qu'on pouvait trouver dans des églises sans faire donc l'immense dépense qu'une festivité avec mystère représentait, resteront importants pour l'invention du théâtre moderne, notamment dans les deux pays où cette invention va être la plus radicale et justement populaire, c'est-à-dire l'Angleterre du théâtre élisabétain et l'Espagne de la Commedia Nueva, donc du nouveau théâtre, parce que commedia au sens de théâtre plus que de comédie au sens de
de genre dramaturgique. Donc, effectivement, c'est ces deux traditions qui vont rester les plus marquées et en contact avec les théâtralités populaires médiévales. Et c'est ce qui va créer la grandeur aussi de ces deux théâtres, c'est de concilier l'humanisme avec le spectaculaire populaire. Donc, une autre veine de survivance médiévale, c'est les farces. Parallèlement à ces grands drames scatologiques au sens, donc, ne mélangez pas scato au sens de pipi caca poil, et eschatologique qui est donc l'escatone, le salut et la marche vers le salut. Donc, c'était vraiment ça que représentait ce théâtre. Donc, ces drames eschatologiques bourrés d'épisodes bouffons ou tragiques, la farce constitue un autre versant tout aussi important en réalité, même si beaucoup moins légitime évidemment, mais de spectacle populaire. On trouve le terme de farce qualifiant une pièce de théâtre à partir de 1398. Et vous voyez que la chronologie est très similaire. On est vraiment au tout début du XVe siècle. Donc, c'est vraiment le Moyen-Âge tardif qui invente ces formes. Quoique, pour la farce, c'est plus le terme qui apparaît, donc ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas avant. Mais c'est à partir du moment où un terme existe qu'il y a une conscience claire de celui-ci. Donc, là encore, c'est vraiment un phénomène tardif. Donc, vers la fin du Moyen-Âge, nombreuses sont les pièces intitulées farce ou moralité, sotti ou encore donc farce. Des acteurs installaient des tréteaux, souvent en plein air, à l'occasion d'une grande fête, d'un marché. Donc, c'était l'époque des grands marchés, parce que c'était pas du tout, bon, il faut imaginer, hein, il n'y avait pas du tout les supermarchés, les supérettes, etc., les dépanneurs. Donc, les gens se faisaient des longs kilomètres pour aller dans des foires. Ça existe encore, hein, dans certains coins de l'Espagne. Bah, évidemment, il y a les supermarchés et tout ça, mais il y a encore les foires qui attirent particulièrement des gens, puisqu'il y a une grande concentration de marchands qui emmènent leurs produits. Et il y a tout un renouveau en fait en Europe en ce moment de tout ça avec le bio et tout. Donc, on a revitalisé les foires, les marchés et tout ça. Donc, des acteurs s'installent dans la rue et même plus tard dans un espace consacré, par exemple à Paris, qui est le Pont Neuf, et donc tous ces farceurs vont se retrouver là-dedans. On commençait par un cri, donc, qui était une pièce d'une centaine de vers qui rassemblait le public. Donc, c'était vraiment le bonimenteur. Oyez, bonnes gens, venez entendre l'histoire de blablabla. Venait ensuite une moralité, une pièce satirique qui visait surtout une idée, par exemple la gourmandise, telle dans la condamnation du banquet. Après la moralité, on jouait une sotie, pièce comique qui satirisait souvent les idées politiques et dont les personnages sont le sot, la mère sotte, etc. C'est-à-dire les sots qui portaient le costume traditionnel avec les grelots et la marotte, l'imaginaire qu'on a du bouffon. Mais le bouffon, c'est plus le bouffon de cour. Mais là, c'est le sot, donc populaire. Le point culminant, c'est la farce, pièce comique qui présente des situations et des personnages ridicules où règne tromperie, équivoque, ruse, mystification. C'est d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, assez proche de l'univers des fabliaux et de l'univers des nouvelles de Boccace, etc. Et il y a là aussi des transitions, puisque ça passe par la blague, qui au fond est une des formes poétiques populaires les plus anciennes et qui circulent donc de manière orale avant d'être transcrites et récupérées par des écrivains. Alors ici, vous avez donc une représentation, là encore une fois, on est en pleine Renaissance, moitié du XVIe siècle, mais ces formes-là continuent à exister et vous voyez que d'ailleurs, elles intègrent vraiment, là, on est très proche du théâtre tel que nous, on l'entend encore aujourd'hui, puisqu'elles intègrent de plus en plus des jeux de décors, les accessoires, etc., etc. Donc là, on est déjà donc, dans une forme assez évoluée de la farce, mais ça reste un spectacle avant tout populaire.
Alors, comme dans les nouvelles de Boccaz, qui leur sont contemporaines, influencées aussi parfois par les mêmes fabliaux, la ruse est ici le ressort principal, nous dit Borio, et sont moqués des types tels que les moines paillards, les soldats fanfarons et lâches. Donc, ce sera la figure que reprendra la Commedia dell'arte de Pantaleone et Matamor, et des schémas sociaux, l'infidélité conjugale, etc., déterminés. Le personnage essentiel est le badin, naïf distingué par son costume, le visage enfariné, il porte le béguin, le bonnet du nouveau-né. Ce sera par la suite Arlecchino donc dans la Commedia dell'arte et plus tard le clown, non? Régulièrement berné, il parvient involontairement à retourner la situation et trompe les autres sans l'avoir cherché. Jamais interdit, ce genre survivra même au XVIe siècle, malgré l'irruption de nouvelles formes de comédie. Et d'ailleurs, son influence se fera encore sentir chez Molière, autant par les thèmes, le jeu de scène, les changements de costumes, les déguisements, les tromperies, les mystifications, et même la langue savoureuse et comique. D'ailleurs, si vous voyez le très beau film d'Ariane Mouchkine, donc Molière, qui est la biopic un peu, la biographie, jouée avec sa troupe de Mouchkine, qui était une des troupes les plus intéressantes de la deuxième moitié du XXe siècle, vous voyez tout à fait la formation de Molière au début dans ces troupes ambulantes et cette continuité. La première Renaissance se situe radicalement aux antipodes de ces formes de théâtre populaire doublement honnies par les humanistes, d'un côté parce que ce sont des œuvres médiévales, donc appartenant à cet âge des ténèbres dont il veut se dégager, et de l'autre côté parce qu'elles sont essentiellement populaires et donc considérées vulgaires, etc. Et donc, cette renaissance humaniste, elle va vouloir, comme on le sait, restituer l'Antiquité en retournant ici aussi aux sources, c'est-à-dire aux textes dramaturgiques anciens. Dans les sillages des nombreuses éditions critiques de ces textes, et c'est vraiment des best-sellers de la Renaissance, là encore une fois, si on veut avoir une vraie notion de ce que c'était que la Renaissance, il ne faut pas juste voir qu'est-ce qui était écrit à cette époque-là, mais ce qui était lu. Et ce qui était lu était essentiellement des textes antérieurs. Et par exemple, Terence, les œuvres de Terence sont un des plus grands best-sellers, puisqu'il y a 176 éditions entre 1470 et 1600. C'est vraiment impressionnant. C'est une des œuvres qui a le plus circulé. Et donc, on les étudie dans les collèges, puisqu'on profite que c'est un peu plus rigolo et que c'est un peu plus dynamique pour faire apprendre le latin. Et des fois même, on joue ça dans les collèges. Mais d'une manière comme on verra, c'est complètement aux antipodes du théâtre populaire. On joue ça en récitant. On les commente et on en tire des recueils moraux faits de sentences. Et une des sentences les plus célèbres, c'est « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger », comme vous le savez, qui est totalement sorti de son contexte, puisque c'est une œuvre, c'est une phrase qui n'est pas dite de manière comme dans un traité philosophique, c'est une phrase qui est prise dans un dialogue de théâtre. Enfin, on se met à les imiter. Donc d'abord, on les publie, avec l'imprimerie, on les diffuse, on les commente et on se met à les imiter. D'abord en latin pour rivaliser avec leur style classique. Ainsi, en 1390, alors qu'on est en pleine farce et tout ça ailleurs, paraissent l'Achille d'Antonio Lasci et le Paulus de Vergerio, considérés respectivement comme la première tragédie et la première comédie de la Renaissance. Là encore, décalage total entre l'Italie et le reste, c'est-à-dire que l'Italie, vraiment à la fin donc, du XIVe siècle, est déjà en train de réinventer donc, le genre classique, les deux genres classiques de la tragédie et de la comédie, alors qu'ailleurs, ce qu'on est en train d'inventer, c'est la farce populaire et les mystères populaires. Elles sont toutes deux le produit des académies savantes qui se répandaient alors dans toute la péninsule italienne, organisées par des gentilshommes qui se réunissaient pour lire et, à l'occasion, pour participer et soutenir financièrement des productions de théâtre classique afin de recréer les qualités politiques et festives de la pratique romaine. Donc là, on est vraiment aux antipodes du spectacle populaire. C'est vraiment une élite,
un petit cercle d'initiés qui veulent donc retrouver cet esprit antique dans le théâtre antique en jouant donc soit des œuvres antiques, soit des œuvres écrites à l'imitation des œuvres antiques. Les pièces étaient généralement de trois types. Des drames poétiques contemporains basés sur des textes anciens, des versions latinisées de drames grecs et les œuvres de Sénèque, Terence et Plaute dans leur version originale. Dans les trois cas, il s'agit d'une formule aussi académique que les pastiches auxquels elle donne lieu. La comédie érudite, comme on l'appelle, est donc surtout une comédie d'érudits, comme son titre indique. Des pièces écrites par des lecteurs du corpus antique pour des lecteurs de ce dernier qui sauront y retrouver des codes et des manières. L'imitation s'établit autour de deux grands modèles, Terence pour la comédie et Sénèque pour la tragédie. Il renouait ainsi, sans oser se l'avouer, avec des tentatives antérieures, notamment celle de la comédie élégiaque, qui avait déjà eu lieu dans ce qu'on appelle la Renaissance du XIIe siècle, donc dans le Moyen-Âge central. On parle de Haut Moyen-Âge, Moyen-Âge central, Bas Moyen-Âge. Ces textes latins médiévaux, composés principalement sous forme métrique et caractérisés par un contenu comique et licencieux, et l'alternance entre dialogue et parties narrées, donc il y avait les dialogues des personnages, et puis après, tout à coup, on résumait, un tel personnage est parti dans la mer Adriatique pour retrouver sa sœur perdue, etc., etc. Puis on reprenait le dialogue quand les personnages réembarquaient. Et il y a vraiment deux exceptions qui sont entièrement dialoguées, c'est le Pamphilus seu de amore, donc Pamphile ou de l'amour, et le Babio. Mais donc, ces textes médiévaux latins s'inspiraient déjà de Terence et de Plaute, mais aussi des grands poètes, Horace, Virgile et surtout d'Ovide, référence hégémonique dans cet âge que Ludwig Traube appelle l'âge d'Ovide ou l'âge ovidien. Le chef-d'œuvre du genre, Pamphilus du XIIe siècle, présente son personnage éponyme, ça veut dire plein d'amour ou amoureux de tout, qui est amoureux de la jeune Galatée. Dans son désir d'obtenir ses faveurs, il a recours à une vieille femme rusée qui se charge, grâce aux offres de l'amant, de servir d'intermédiaire entre les deux jeunes gens. Tout ça, c'était des personnages qu'on retrouvait dans la comédie antique. Donc, l'entremetteuse, etc., étaient déjà des personnages types. Pamphile triomphera de la vertu de Galatée, dont les lamentations ponctuées par les excuses sournoises de la vieille femme rusée mettent fin à la pièce. C'est dans le sillage de cette tradition et du succès prolongé de cette œuvre, relue à la lumière des œuvres du premier humanisme, comme le Remède de la fortune de Pétrarque ou l'éloge de Madame de Fiammetta de Boccaz, l'histoire des deux amants de Piccolomini. Donc, c'est dans le sillage à la fois de la tradition de la comédie érudite et des premiers textes de l'humanisme que va se produire paradoxalement le premier chef-d'œuvre de la comédie humaniste. Et donc, il va y avoir une transformation un peu curieuse et surprenamment, il ne viendra pas d'Italie, mais de l'Espagne, qui vient de finir le long processus de reconquête du territoire, donc contre l'envahisseur arabe, et entame son extension dans une autre conquête transatlantique cette fois. C'est la Celestina, donc la tragicomédia de Calixto y Melibea, la tragicomédie de Calixte et Melibée de Francisco de Rojas, donc, qui constitue une œuvre de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Et c'est ça qui est très intéressant, encore une fois, parce que dans ces jeux que nous avons déjà évoqués plusieurs fois entre les pays, les décalages chronologiques, etc., des uns et des autres, en fait, chacun va avoir une formule assez différente qui est, c'est Fernando de Rojas, excusez-moi. Et c'est donc l'évolution qui va faire que dans certains pays,
quelque chose va se passer qui ne se passe pas exactement sous cette forme ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe avec Fernando de Rojas, c'est que il va reprendre une tradition qui était restée, disons, forte en Espagne, qui était celle de la comédie de médiévale érudite, et il va la transformer d'une manière qui, au fond, est vraiment novatrice. Alors qu'au même moment, les humanistes italiens, eux, ce qu'ils font, c'est vraiment revenir aux sources et en sautant un peu par-dessus la comédie érudite du Moyen Âge. Donc, c'est une œuvre de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, écrite sous le règne, lui aussi, de transition entre ces deux âges, des rois catholiques, et dont la première édition connue date donc de l'extrême fin du XVe siècle, 1499. De là, sans doute, le mélange tout à fait particulier entre la tradition médiévale de la comédie élégiaque et des textes proches des fabliaux, notamment le Libro del Buen Amor de Juan Ruiz, avec l'humanisme contemporain. Parce que Fernando de Rojas connaît l'humanisme et c'est déjà un humaniste, mais en même temps, il a comme un pied dans la tradition médiévale, qui est encore tout à fait vivante en Espagne, parce qu'on est encore, au fond, dans le Moyen-Âge tardif, dans l'automne du Moyen-Âge, et un pied dans la nouvelle culture, la révolution culturelle de l'humanisme. Les critiques traditionnelles ont abondamment débattu du genre de la Célestine, à commencer par le titre qui fusionne deux registres opposés, le tragique et le comique. L'auteur, qui dit avoir trouvé le premier acte et l'avoir continué, bon, c'est un topos, c'est le topos du manuscrit trouvé. En même temps, c'est possible aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait déjà un premier acte qui circulait dans la tradition justement de la comédie érudite et qu'il a continué. Quoi qu'il en soit, donc il s'explique dans le prologue de quelque chose qui était déjà problématique à son époque. D'autres se sont disputés sur le nom, disant qu'il ne fallait pas l'appeler comédie, car elle se terminait dans la tristesse, mais qu'il fallait l'appeler tragédie. Le premier auteur a voulu lui donner le nom du commencement qui était le plaisir et l'a appelé comédie. Moi, voyant ces désaccords entre ces extrêmes, j'ai maintenant divisé la dispute au milieu et je l'appelle tragicomédie. Ce n'est pas anodin parce qu'en fait, la tragicomédie est quelque chose qui n'existait pas dans les préceptes classiques, parce qu'on était soit du côté de la tragédie, soit du côté de la comédie. Mais mélanger les deux, c'était quelque chose qui était un peu inimaginable. Pas seulement parce que ça peut sembler un peu dérisoire, c'est pas simplement parce que les fins étaient différentes, donc le happy end pour la comédie et la fin catastrophique pour la tragédie, mais aussi parce que la tragédie était considérée un genre noble, donc écrite dans un style noble. Les personnages de la tragédie ne s'expriment pas comme les personnages de la comédie. La comédie est écrite dans un registre soit moyen, soit bas, parce qu'ils représentent des personnages qui sont soit une sorte de classe moyenne, bourgeoisie ou une classe populaire, et vraiment le ton n'est pas le même. Et dans une tragédie, on ne pouvait pas mettre donc des personnages qui s'exprimaient comme dans une comédie. Et donc Fernando de Rojas, il détruit cette opposition, et en cela, il fonde vraiment un nouveau type de théâtre, un nouveau genre qui continuera à s'appeler la tragicomédie, et c'est au fond le genre dominant du théâtre espagnol du siècle d'or et du théâtre élisabétain, qui mélange constamment, donc Shakespeare, Marlowe, etc., ils mélangent constamment le comique, le tragique, et on passe de l'un à l'autre sans cesse. Roméo et Juliette, etc. Donc, au-delà de cette hybridation qui, avec ce même nom de tragicomédie, fera fortune dans les dramaturgies européennes du XVIe siècle, la critique a débattu s'il fallait la classer comme une œuvre dramatique ou bien comme un roman. Parce qu'au fond, c'est une œuvre extrêmement longue et qui, donc, on ne sait pas à quel point elle pouvait être conçue pour être jouée euh, donc dans les conditions de la comédie élégiaque telle qu'héritée du XIIe siècle.
Les critiques actuelles s'accordent pour souligner son caractère d'œuvre hybride et sa conception comme un pur dialogue, peut-être à réciter par un seul lecteur, imposant les voix des différents personnages devant un public restreint, ce qui était un peu l'image qu'on se faisait encore du théâtre antique. La question des rapports entre la comédie humaniste italienne a aussi été débattue. Et en fait, en regardant les dates, on peut dire qu'il s'agit plutôt d'une évolution parallèle. Rojas connaissait les sources humanistes, mais il est très peu probable qu'il ait pu avoir connaissance des pièces contemporaines italiennes qui étaient restées en grande partie confidentielles parce que c'était vraiment joué dans des petites académies, etc., etc. Donc on peut dire que c'est un peu le geste qui est parallèle et qui se traduit par des choses un peu différentes parce que les académies, ce qu'elles veulent, comme on l'a déjà dit, c'est retrouver vraiment le théâtre antique, alors que Fernando de Rojas est déjà en train de proposer quelque chose de différent. Ironiquement, donc, il va surpasser les humanistes italiens et ses réussites esthétiques et artistiques, la caractérisation psychologique des personnages, surtout du personnage de l'entremetteuse, donc Célestina, la nouveauté artistique par rapport à la simple imitation érudite des comédies humanistes et l'absence de précédents et de continuateurs à son niveau dans la littérature occidentale ont fait de l'œuvre l'une des œuvres majeures de la première modernité ainsi que de la littérature espagnole et universelle. Donc ici, vous avez donc le frontispice de l'édition de 1514 et donc la rencontre initiale entre Callisto et Melibea. Et ici, vous avez la même scène donc jouée dans le film de 1996 et vous reconnaissez sans doute Penélope Cruz et un acteur espagnol assez connu aussi de ma génération, Juan Diego Botto. Et entrant dans un verger à la poursuite d'un de ses faucons, Calixte, jeune homme de noble lignage, rencontre Mélibée, jeune fille de haute naissance. Blessé par l'amour, il exalte sa beauté en termes dithyrambiques, entremêlés d'expressions sacrilèges. Repoussé par la jeune fille, Calixte se désole. Son domestique, Sempronio, lui conseille de faire appel aux bons offices de la vieille Célestine. Malgré les mises en garde de son autre valet, Parmeno, Calixte engage l'entremetteuse. Après avoir invoqué le maître des profondeurs infernales, puisque Célestine est aussi un peu sorcière, beaucoup, entreprend le siège de Mélibée, dont elle parvient à vaincre la résistance. Gracieuse, très haute, très noble demoiselle, ton doux parler et cet air de gaieté ajouté à ces preuves de libéralité que tu montres envers une pauvre vieille me donne l'audace de te le dire. Je laisse un malade à la mort. Il croit comme article de foi qu'un seul mot sorti de ta noble bouche que j'emporterai sur mon cœur le ferait guérir tant il a de dévotion en ta courtoisie. Et on voit qu'il y a un mélange très sacrilège constamment entre le langage liturgique et le langage de l'amour qui est ici présenté surtout comme un amour très physique et sensuel. L'affaire est en bonne voie. Calixte est fou de joie. Une rencontre a lieu entre les deux jeunes gens, mais Libé a bientôt le cœur enflammé. La vieille a reçu son salaire, une belle chaîne en or, qu'elle refuse de partager avec Parmeno et Sempronio. Exaspérés, les deux complices la tuent. Les assassins seront décapités en place publique. Malgré cette fâcheuse nouvelle que lui a apprise un autre de ses domestiques, Sosie, Calixte accourt au rendez-vous nocturne que lui a fixé Mélibée. Celle-ci consent à se donner à lui. Une autre fois, Mélibée accueille Calixte dans sa chambre. Alerté par le bruit d'une querelle dans la rue, Calixte se réveille entre les bras de sa maîtresse et entend les appels au secours de Sosie aux prises avec des spadassins, des tueurs. Il s'élance pour lui porter secours, fait une chute malencontreuse et se tue. Mélibée, désespérée, avoue ses amours coupables à son père Pleberio. Elle se jette du haut de la tour où elle s'était enfermée. La tragédie s'achève avec la déploration de Pleberio devant le cadavre de sa fille. L'action se partage entre deux univers intimement liés. Autour de la passion tragique des amants, des intrigues sordides où Célestine mène le jeu, se noue entre serviteurs et servantes, bandits et prostituées. Donc, le double registre, donc passion tragique des amants nobles et intrigue sordide d'une population populaire et marginale. Dans cette œuvre complexe, et ça va être aussi une des caractéristiques autant du théâtre espagnol,
avec la figure du gracioso, donc une sorte de clown avant la lettre. En Angleterre, c'est le clown d'ailleurs qui s'appelle le clown. Et on a souvent une superposition dans les pièces anglaises et espagnoles entre les personnages nobles et les personnages populaires et marginaux. Et souvent, il y a des jeux de symétrie et de décalage et d'asymétrie entre les deux, entre les maîtres et les valets. Dans cette œuvre complexe et équivoque, au rythme lent mais traversé par un souffle dramatique prodigieux, s'intercalent des éléments lyriques, comiques ou parodiques. Le personnage de Célestine domine l'action. Sorcière diabolique, cynique, âpre au gain, maquerelle experte aux arts de Vénus, ou vénérable matrone, vendeuse de colifichets, d'une perspicacité redoutable, elle dépasse par la puissance de ses traits et l'habileté de ses manigances les modèles intérieurs, tels la trotte couvent de l'archipêtre de Ita, dans le livre du Bon Amour, qui ont pu inspirer sa venue au monde de la littérature, où elle fait désormais figure d'archétype. Mélibée, dans la tradition des personnages féminins de Boccace ou de Piccolomini, révèle tout au long de la pièce la sincérité d'un cœur naturellement porté à aimer, avec passion et sincérité. Calixte, le fol amoureux, ridicule obsédé, comme on l'a qualifié, n'a rien du poète de l'amour courtois en adoration devant sa dame. Pour cet amant impulsif, tous les moyens, fussent-ils infâmes ou grossiers, sont bons pour obtenir satisfaction, écrit Cézanne. La pièce comporte 3 thèmes principaux signalés par l'auteur lui-même. La corruption, afin de mettre en garde contre les serviteurs mauvais et flatteurs qui dégradent leur maître. La prévention contre l'amour fou ou l'amour courtois blasphématoire, qui fait croire aux amants que leurs bien-aimés sont leurs dieux, comme l'atteste le blasphème célèbre de la première scène. « N'êtes-vous pas un chrétien » demande Sempronio. Callisto. « Moi, je suis mélibéen et j'adore Mélibéa et je crois en Mélibéa et j'aime Mélibéa. » Donc là, c'était vraiment c'est comme ça que la pièce commence et c'est vraiment une manière très sacrilège de commencer. Et donc, le troisième thème, c'est le thème plus profond, dramatique et philosophique, selon lequel la vie humaine est une lutte constante et acharnée entre les opposés, jeunes contre vieux, innocence contre corruption, ignorant contre sage, pauvre contre riche, serviteur contre seigneur, femme contre homme, le bien contre le mal. Donc c'est vraiment un univers totalement basé sur l'opposition donc des contraires, la polémologie si l'on veut, agonistique. Chaque valeur engendre en elle-même son vice et vice-versa. Et c'est là aussi le paradoxe par rapport au discours moralisateur conventionnel. Ici, c'est beaucoup plus complexe. Les vertus se transforment en vices, les vices se transforment en vertus, d'une manière qui justement montre aussi le poids un peu de la réflexion antique récupérée par les humanistes. L'inversion de l'amour comme force destructrice est l'un des aspects de cette vision philosophique que montre la pièce, dont l'intention reste moralisatrice. Le naturalisme grossier qu'elle affiche n'était supportable selon les critères de l'époque qu'avec un dénouement où les coupables étaient dûment punis. C'est ainsi que Celestina, Melibea, Callisto et les serviteurs Parmeno et Sempronio meurent sans rédemption. Mais en même temps, c'est eux qui sont vraiment les piliers de l'action et auxquels on est amené à s'intéresser en tant que spectateur. Cependant, son intention a été très débattue, justement dans un éventail qui va de la reconnaissance d'une visée avant tout moralisatrice, donc par exemple par Marcel Bataillon ou Alborg, à une visée critique et selon laquelle c'est vraiment la société qui est la cause de cette tragédie plus que les personnages eux-mêmes. Donc c'est la faute à la société, selon la célèbre phrase parodiée par les inconnus. Maraval voit les protagonistes à la lumière des transformations de la société contemporaine. Callisto représenterait le nouveau style de vie de la classe oisive, des riches aristocrates, tandis que Sempronio et Parmeno symbolisent la rupture des liens féodaux.
ce sont des valiers, mais ce sont des valiers qui ont déjà, euh, ne sont plus les vassaux féodaux, ils ont leur propre ruse, leur propre registre. Euh, le conflit entre vouloir être et devoir être piège tous les personnages. Donc le rôle social versus l'individu. D'autres auteurs, à partir de Marcelino Menéndez Pelayo, voient dans la Celestina le reflet de la tragédie du système de caste établi par les rois catholiques qui imposaient la conversion des Juifs, les Juifs conversos. Donc ils étaient obligés ou ils étaient expulsés du pays. Rojas serait lui-même originaire d'une famille conversa, donc de ces Juifs qui ont dû accepter de devenir chrétiens sous la menace d'être saisis de leurs biens, dépossédés de leurs biens et chassés du pays. Et donc la théorie de Rojas comme converso expliquerait à la fois un des Allemands mystérieux de la fable et le pessimisme de celle-ci. Donc l'élément mystérieux, c'est pourquoi ces deux jeunes gens ne songent-ils jamais au mariage, ce qui aurait été la solution la plus simple, puisque contrairement à la tradition courtoise, la dame n'est pas déjà mariée ou n'est pas déjà engagée à quelqu'un d'un statut social supérieur à celui du poète. Ce n'est pas le cas ici. Et c'est vrai que ça reste quelque chose de point de vue sociologique un peu mystérieux. Alors, dans la tradition antique, c'est souvent des amours contrariés par les parents, etc. Donc, c'est possible qu'en fait, comme c'est tellement un cliché pour ces traditions antiques, que Rojas est tout simplement considéré que ce n'était pas la peine d'insister là-dessus, sur le fait que le père n'était pas enclin à cette rencontre. Mais ce serait donc plutôt, si on prend l'hypothèse donc que c'est un juif converti, ce serait parce que Mélibéa serait elle-même fille de converti. Quoi qu'on puisse plutôt y voir en parallèle une déconstruction donc du modèle de l'amour courtois, toujours placé du côté de l'illicite, plaçant inévitablement la passion amoureuse du côté de la transgression, selon la célèbre thèse de Denis de Rougemont dans L'amour en Occident. C'est ce que nous retrouverons beaucoup dans la poésie, justement, de la Renaissance. Et de l'autre côté, ça expliquerait aussi donc ce pessimisme radical et le scepticisme religieux et moral qui contredit de facto les principes orthodoxes affirmés par la pièce. Donc il y a là, au sein de la pièce, des contradictions très importantes qu'il faut savoir déceler. Drame de la passion, exaltation du désir ou mise en garde contre ses effets dévastateurs, reflet satirique d'une société corrompue ou édifiante leçon de morale chrétienne, la Célestine conserve ses ambiguïtés et son interprétation reste ouverte, nous dit Cécé. Toutefois, la Célestina n'était pas vraiment conçue pour être représentée à la manière du théâtre moderne. Et ce ne sera qu'au XIXe siècle, vers la fin d'ailleurs, dans la deuxième moitié, qu'elle va commencer à être représentée dans les théâtres. Évidemment, la version intégrale, c'est 9 ou 10 heures, et c'est vrai que ça a été joué en version intégrale, de la même manière qu'on s'est mis à jouer l'intégralité, par exemple, des spectacles pour les tragédies antiques. On sait que c'était toute une cérémonie et qu'il y avait donc une pièce tragique, une pièce satirique, etc. Donc on a retrouvé ça aussi. On s'est mis à rejouer des grands ensembles dramaturgiques qui jusque-là n'avaient jamais été concevables sur scène. Mais l'invention donc du théâtre moderne, en fait, a tourné un peu le dos à la Celestina parce que, du point de vue dramaturgique, parce qu'elle était encore inscrite dans la tradition humaniste qui était dialoguée pour être lue et non pas jouée comme telle. Et ça va être donc un des clivages. Mais par ailleurs, le succès de la Celestina va être énorme et il va y avoir beaucoup, beaucoup de pièces écrites dans son imitation.
mais qui vont rester un peu dans ce circuit, mais certaines vont déjà être conçues pour être jouées. Alors, quelle est la première pièce qu'on considère qui a vraiment été jouée telle qu'on l'entend nous? C'est gli ingannati, donc les trompés, qui est joué dans l'Accademia degli Intronati de Sienne, donc un collège d'écrivains humanistes, érudits et aristocrates, fondé dans les années 1520, sur l'imitation de toutes celles qui avaient précédé. Et en 1531, on considère que c'est la première donc, représentation jouée d'une pièce inspirée de l'antique avec une grande précision. Deux types distincts de production théâtrale se mettent alors en place. La première était du type de celle représentée par l'humaniste Julius Laetus à l'Accademia Romana, une société semi-secrète qu'il avait fondée au milieu du XVe siècle dans le but de faire revivre les idéaux classiques. En termes de mise en scène, plusieurs demeures de type médiéval ont été regroupées pour former une seule grande unité. Rappelez-vous le dessin qu'on avait de Valenciennes, donc du mystère de Valenciennes, où vous aviez les demeures et où là, les gens se changeaient, les acteurs, etc. Et ils jouaient chacun une scène sur ces demeures. Donc, ce qui serait arrivé donc, dans les cercles humanistes, qui jouaient donc ces comédies humanistes, c'est qu'on aurait mélangé donc les demeures dans une sorte de grande maison représentée. Il y avait cependant deux éléments inédits. Le premier est que les manoirs étaient probablement encadrés par des colonnes décoratives, et c'est déjà le début de la scène telle qu'on va la connaître. Le cadre, donc l'arc proscenium, donc l'arc qui entoure encore de nos jours le rideau et encadre la scène du point de vue du public. La deuxième innovation, c'est que les demeures, en étant reliées entre elles, sont traitées comme les éléments d'une rue générale de la ville. En 1508, à Ferrare, un arrière-plan peint selon les règles de la perspective, donc que venait d'inventer la peinture, et qui vont être appliquées à la scénographie, donc à la scène, à l'art de la scène, qui naît aussi avec la Renaissance, et qui a remplacé les demeures frontales, disons, médiévales. La scène comprenait donc des maisons, des églises, des tours et des jardins. Au même moment, dans les cours italiennes, surgissent des spectacles sur des constructions temporaires en bois, érigées à la hâte dans des jardins, des salles de bal et des salles de réunion pour célébrer des naissances, des mariages ou des victoires martiales. Et là encore, nous sommes très proches de ce qu'on a vu avec l'art de la Renaissance. Rappelez-vous donc toutes ces peintures comme la naissance de Vénus, qui était une peinture destinée à un mariage, à être offerte en cadeau de mariage. Et il faut imaginer que ces mariages étaient des immenses fêtes qui imitaient beaucoup ces tableaux, où les tableaux se mêlaient avec une sorte de scénographie générale. Ces représentations théâtrales étaient le plus souvent allégoriques, avant tout conçues pour éblouir l'œil. Les cours rivalisent alors pour s'attacher les services de peintres, de sculpteurs, d'architectes et d'innovateurs dans le domaine de la scénographie. Il faut imaginer maintenant quand on parle de les couples riches qui engagent donc le wedding planner et donc les designers pour les mariages des célébrités et tout ça, c'est vraiment très peu de choses comparé au faste de ces mariages de la Renaissance des élites de l'époque. Des artistes tels que Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vasari, Bramante, Raphaël et une multitude d'autres peintres, sculpteurs et architectes italiens, ainsi que de poètes comme Tasso, musiciens, Monteverdi, donc un des créateurs de la musique moderne classique ou opéra, s'efforcent de satisfaire et d'exalter la réputation de leur prince mécène. Le théâtre se développe au sein d'un ensemble festif plus vaste, incluant des joutes, donc des batailles, comme dans les tournois d'avant, des triomphes, comme les triomphes antiques qui sont retrouvés, donc avec des personnages qui défilent, un peu comme ce qu'on avait vu dans les images au début, rappelez-vous, donc les triomphes imités du triomphe de Pétrarque, avec les chariots allégoriques. Et les intermezzi, les intermèdes, des défilés, des célébrations de rue, des tableaux vivants,
le théâtre glisse vers le spectaculaire. Alors là, il va y avoir quelque chose d'un peu particulier. En Italie, c'est plutôt donc le spectaculaire des élites, alors qu'en Espagne et en Angleterre, on va avoir le vieux spectaculaire populaire des mystères, etc., qui va être mélangé avec le théâtre savant. Mais donc en Italie, ça reste vraiment quelque chose de très commandité par des mécènes, etc. Le théâtre, comme les images, devient en effet l'instrument des princes, de leur prestige, de leur pouvoir laïque ou religieux. Savonarola l'a bien compris. Quand il va faire le bûcher des vanités, rappelez-vous, quand il brûle toutes les œuvres d'art, etc., et les bijoux et tous les trucs typiques de la Renaissance, il s'attaque aussi donc à cette tradition festive. Images et spectacles, ensemble, subissent l'emprise d'une éblouissante culture de cour, elle-même scénique, écrit Yves Hersan. Et c'est parce que la cour à l'italienne, donc la cour telle qu'on va l'entendre comme la cour moderne, telle que Norbert Elias va l'étudier dans la société de cour, cette cour-là, elle est elle-même toujours dans une perpétuelle mise en scène d'elle-même. Ce sera là un vecteur important de la diffusion européenne des théâtres de cour et de la société de cour elle-même, qui sont caractéristiques de la Renaissance aristocratique. Et ici, vous avez donc des exemples un peu plus tardifs en France. Pour le ballet comique de la Reine, donc nous avons quelques images peintes par Beaujoyeux. Et donc, vous voyez ici donc un type de représentation avec déjà une scène avec une perspective à la fin, mais c'est encore une scène au milieu. Ce sera le cas d'ailleurs du Wooden Oat aussi en Angleterre et du Corral en Espagne. Donc, cette idée d'un cercle autour duquel tout le monde se rassemble. Ce ne sera pas encore la scène totalement qu'on dira à l'italienne qui va arriver un peu plus tard. Et vous voyez les chars allégoriques où les personnages défilent, donc des fontaines. Enfin, c'est assez fou les fêtes de la Renaissance. C'était vraiment une grande partie du budget et de la vie quotidienne des riches de l'époque. Parallèlement, donc, s'opère en Italie la renaissance de la construction de théâtres. Parce que les théâtres antiques existaient, c'était des lieux, des vrais endroits donc, dans l'Empire romain. Et il restait des ruines de ça en Italie. Et la Renaissance, avec sa célébration de la vie antique et sa visée archéologique, sa volonté de restituer aux temples antiques leur splendeur, va aussi construire donc des théâtres qui sont d'abord parrainés par les cours ducales, les duchés, et les académies, dans le cadre du renouveau général de l'intérêt pour l'héritage architectural classique de la Grèce et de Rome. Voir résurgir le théâtre antique, le théâtre monument, non moins que le théâtre littérature, c'est l'un des grands rêves du Quattrocento. Les humanismes fantasment sur les auteurs anciens, notamment sur Plaute, redécouvert en 1425 par Niccolò da Cusa, puis attentivement étudié dans l'Académie de Pomponio Leto. C'est sur Vitruve, parallèlement, que spéculent les architectes avant même que ne circule le De Architectura imprimé. Donc là, il y a vraiment un mouvement parallèle entre le fait qu'on redécouvre les auteurs antiques dans les sources, qu'on veut les imiter, et on redécouvre l'architecture antique, on veut l'imiter, et notamment l'architecture des théâtres. Les ruines de théâtres classiques étaient étudiées comme modèle, ainsi que le traité d'architecture classique de Vitruve qu'on vient de redécouvrir et qui inspire les traités d'Alberti de Re Edificatoria, imprimés en 1985, et surtout pour ce qui est du théâtre, de Sebastiano Serlio, Trattato de Architectura de 1945, qui va être vraiment un manuel pour tous les théâtres qui vont être construits à l'italienne un peu partout. Donc, Serlio pose les bases de ce qu'on appellera la scène à l'italienne, qui dominera le théâtre occidental jusqu'au XXe siècle. C'est encore ce qu'on imagine quand on imagine le théâtre, c'est encore la scène à l'italienne. Le traité de Serlio pose le plan d'un auditorium et d'une scène qui suppose une salle rectangulaire avec des spectateurs disposés de la même façon que dans la cavea romaine, donc une zone de siège étagée en demi-cercle dans le théâtre romain,
avec la différence que le demi-cercle est coupé par les murs latéraux. Sur scène, il postule une plateforme de jeu romaine, mais au lieu des scanae frons du front de la scène, il introduisait une plateforme inclinée vers l'arrière, sur laquelle le décor en perspective d'une rue était construite de toiles peintes et de maisons en 3 dimensions. Si à l'origine, ces décors sont spécifiques au genre dramatique, donc pour la tragédie, la comédie ou la pastorale, selon l'indication de Vitruve, qui, lui, considérait donc que le décor devait s'accommoder à chaque genre, ils vont évoluer pour les œuvres classiques les plus jouées vers un décor fixe, susceptible d'évoquer surtout les lieux de l'action dramatique, dans une transposition du réel qui est à la fois décorative et poétique. Leur mise en perspective s'organise à partir du point idéal des lignes de fuite, couramment appelé l'œil du prince, en fonction de la place occupée dans la salle par les dignitaires. Car ce théâtre est pensé en fonction d'une hiérarchie sociale très marquée. On voit là s'imposer l'influence de la révolution picturale de la perspective, devenue la clé de voûte de toute représentation figurale, fût-ce au prix dans le théâtre de concentrer tout le jeu des acteurs sur le devant de la scène, comme la perspective exige que la taille des maisons diminue rapidement avec la distance. Donc, tous les acteurs devaient jouer de l'avant. Donc, ici, vous avez des images de ce que ça donne. Donc, la scène de théâtre telle que vous la reconnaissez et la construction donc à l'arrière en perspective. Alors, évidemment, il faut vraiment créer donc un sentiment de perspective très fort et il faut que les acteurs donc se retrouvent à jouer tous devant dans un espace relativement réduit par rapport à l'ensemble de la scène qui est occupée par le jeu des décors. Donc, tel que cet auteur le conçoit, le lieu dramatique universel permet d'assimiler une scène de théâtre à un tableau et réciproquement. Parce que par ailleurs, et ça aussi c'est très intéressant, la scénographie va de plus en plus inspirer la peinture. Donc, d'abord, elle s'inspire de la peinture, mais ensuite, les peintres vont s'inspirer des scènes de théâtre pour représenter de manière dramatique les scènes de l'Ancien Testament ou de la mythologie antique, etc. S'il est vrai que le théâtre a connu sa renaissance bien plus tard que les arts visuels, le système scénographique médiéval caractérisé par une théâtralité sans théâtre, c'était ça le paradoxe, il n'y avait pas de théâtre fixe pour les farces ni pour les mystères. Et donc, il était marqué avant tout, le théâtre médiéval, par la prégnance du modèle liturgique, la fragmentation des lieux de l'action et la coprésence d'éléments non intégrés qui vont persister encore, on l'a vu. Donc, la renaissance du théâtre est plus tardive parce que la résistance du théâtre médiéval est plus forte aussi chez le public. Mais en Italie, toutefois, au tournant du Quattrocento et du Cinquecento, s'est amorcé un profond changement. Invention de la perspective scénique, construction d'un espace théâtral plus homogène, remplacement de la parataxe par une syntaxe. Ces pratiques nouvelles, qui étayent de nouvelles théories, donc c'est là où il y a une grande époque aussi de théoriciens du théâtre, comment il faut écrire le théâtre, comment il faut imiter les anciens, etc., ne doivent rien aux gens de métier, car le métier n'existait pas. Il n'y avait pas encore le métier d'acteur, le métier de metteur en scène, le métier de dramaturge comme tel qui pense déjà aux scènes en fonction de comment elles vont être jouées et tout ça. Elles sont portées par le courant humaniste, toutefois, nourries par les rêveries des architectes, encouragées par les puissants dont elles servent les intérêts. Cette nouvelle conception du lieu théâtral, opposée au théâtre en rond médiéval et au tréteau ambulant, va conditionner fondamentalement la pratique du théâtre en Occident. Outre divers problèmes techniques, notamment d'éclairage et d'acoustique, qui mettront beaucoup de temps à se résoudre, par exemple l'éclairage de scène va vraiment avoir une révolution au 19e siècle quand on va utiliser les lampes à huile et puis plus tard l'électricité. Ça va complètement tout changer la manière d'éclairer une scène de théâtre. Et
et puis, donc, la scène va évoluer beaucoup jusqu'à nous. Mais c'est intéressant de voir que les bases étaient déjà posées. Donc, outre ces problèmes techniques, on peut dire qu'il s'agit d'un tournant sociologique et anthropologique majeur. Au spectacle collectivement vécu par toute la communauté, comme dans les mystères, succède ainsi un spectacle réservé à un cercle restreint. D'abord une élite, puis, avec le théâtre commercial, moyennant le prix d'entrée, un public plus élargi, mais quand même marqué par donc un rapport qui va s'installer, qui va être un rapport marchand. Alors que les mystères, ce n'était pas quelque chose, on ne payait pas pour assister à un mystère, on ne payait pas non plus pour assister à une farce. Dans la salle, l'ordonnancement des spectateurs fait écho à la hiérarchie des rapports sociaux et un lustre éclairant le public durant toute la représentation en détermine le caractère mondain. Il importe d'être vu. Donc, ce n'est pas du tout la scène comme maintenant quand vous allez au théâtre où vous êtes un peu comme au cinéma, vous dans le noir et la scène, elle, éclairée. C'est un éclairage général à l'époque qui éclaire à la fois le public et à la fois la scène. Et donc, les gens se regardent eux autant que le public. D'où le fait aussi qu'il y a toutes ces sortes d'intrigues amoureuses qui se créent en allant au théâtre où les hommes et les femmes se rencontrent, etc., etc. Donc, ça, c'est une scène aussi assez typique de cette époque-là. D'ailleurs, dénoncée par les moralistes de l'époque, qui dénoncent l'immoralisme du théâtre comme tel, reprenant les vieux arguments de Tertullien. Donc, le Teatro Olimpico, les scènes que je vous ai montrées tantôt, donc les photos, c'est le Teatro Olimpico. Et c'est la première donc, concrétion du rêve humaniste, du théâtre humaniste comme monument. C'est le Teatro Olimpico qui est commandé par l'Accademia Olimpica de la petite ville de Byzance, près de Venise, au célèbre architecte de la Renaissance tardive, Andrea Palladio, qui va avoir une immense influence. Palladio, on parle même de palladisme, par exemple en Angleterre. C'est vraiment l'architecte de la Renaissance qui va être très imité. Complété en 1585, donc quand même à la fin du cycle de la Renaissance italienne, c'est quand la Renaissance est de plus en plus internationaliste et européenne, le premier théâtre intérieur moderne permanent est resté intact jusqu'à nos jours. Donc, si vous allez à Vicenza, vous pouvez vous devez visiter le Teatro Olimpico où il y a encore des représentations donc, dans ce magnifique cadre. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans une prochaine capsule justement l'évolution du théâtre à la Renaissance en France, en Angleterre et en Espagne. Merci beaucoup.